C'est un personnage assez original, qui était petit-fils et arrière-petit-fils de président des États-Unis, qui s'appelle Henry Adams, qui va écrire en 1904 et puis publier en 1908 et avoir un peu de succès en 1918 une loi d'accélération. Il le fait dans une biographie un peu loufoque qui va recevoir le prix Pulitzer et qui s'appelle L'éducation de Henry Adams. Il avait été journaliste, il a été prof aussi d'histoire médiévale à Harvard, avant de créer une ligue antisémite, une ligue raciste aux États-Unis. Et il voyait Henry Adams sa vie comme une série d'échecs. Il avait une nostalgie très profonde pour la période d'avant 1844, c'est-à-dire l'année de ses 6 ans, là où il avait vu dans la même année l'inauguration des chemins de fer et des lignes télégraphiques dans sa ville de Boston. Pour lui, les progrès techniques, les progrès économiques en Amérique, il les avait vécus comme un déclassement social face à l'émergence d'une nouvelle classe d'industriels et de marchands qui surclassait son espèce d'aristocratie politique. Et il va extrapoler son sentiment pour voir dans toute l'accélération technique un ancrage anthropologique lié au désir de puissance insatiable des hommes qui, depuis l'aube de l'humanité, n'ont fait, selon Adams, et à chaque génération, que trimer dans l'angoisse pour atteindre sans cesse plus de puissance que la génération précédente, que leur père, et en se voilant d'ailleurs la face sur l'horreur que cette puissance avait créée. Et c'est pour ça qu'il crée ce concept, parce qu'il envisage, lui, le prolongement de cette tendance à l'accélération, comprise comme la multiplication d'inventions d'une complexité toujours plus grande, toujours plus forte, et comme leur diffusion toujours plus large. À l'époque, il dit que les Américains de l'an 2000 auraient en main une puissance illimitée. Il parle en fait du nucléaire, ce qu'ils auront d'ailleurs 60 ans plus tôt. Et selon la loi d'accélération d'Adams, elle se mesure par l'accroissement de l'énergie vapeur. Par exemple, la production mondiale de charbon a doublé tous les 10 ans entre 1840 et 1900. Et à la fin, la tonne de charbon produisait 4 fois plus d'énergie calorique qu'au début, qu'en 1840. Il en déduit donc que le taux d'accélération a un effet exponentiel depuis 1800 à peu près. Elle est multipliée par 2 tous les 10 ans. Et Adams, à l'époque, sait que le charbon est limité sur Terre. Mais il estime que la science va trouver de nouvelles sources d'énergie, notamment grâce à la chimie, grâce à l'électricité et grâce à la radioactivité qui vient d'arriver, et pour lui va faire finalement jaillir de chaque atome de l'énergie. Pour Adams, il faut comprendre qu'il ne s'était rien passé d'aussi révolutionnaire, selon lui, que ses découvertes depuis l'an 300. Et il pense d'ailleurs que les hommes subissent sa fameuse loi d'accélération sans pouvoir la contrôler. Il pense que la nature en fait les précipite en avant, les harcèle, parce que l'inertie aurait des conséquences tragiques. D'ailleurs, il déplace le sens de l'impératif du progrès, vous savez le fameux « on ne doit pas arrêter le progrès », à « on ne peut plus arrêter le progrès ». Et ce qui inquiète Adams plus encore que l'application de sa loi d'accélération à la fabrication des bombes, c'est l'impossibilité de l'éducation dans un monde où chacun doit revoir sans cesse ses connaissances comme un espèce de Sisyphe qui monte son rocher en vain, et tout en créant un décalage insurmontable, et de plus en plus insurmontable, entre les générations. Il alerte déjà, il y a plus d'un siècle, sur une société où le savoir qu'on apprend à la nouvelle génération sera caduque lorsqu'ils seront aux possibilités, aux responsabilités. Et ce que dit Adams, c'est que l'accélération distend et va briser la chaîne qui permet de transmettre la culture d'une génération à l'autre, dans les deux sens d'ailleurs. On se retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec 5 générations, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, qui coexistent sur la même planète sans finalement partager la même expérience du passé, ni les mêmes attentes. On a perdu les derniers poilus, on a perdu les derniers survivants des commandos de la libération, et finalement aujourd'hui les enfants apprennent ça dans des livres d'histoire. Et cet effet de désynchronisation, finalement, c'est ce que va illustrer Koselleck, ce qu'il appelait la simultanéité du non contemporain, et ce qui est devenu, avec la modernité, l'expérience fondamentale de toute l'histoire. Pour l'éviter, il aurait fallu créer une nouvelle mentalité sociale, une nouvelle loi. Seulement, personne n'était vraiment prêt à ce grand saut. Et l'inventeur de l'expression accélération de l'histoire, c'est d'ailleurs un Français, un fils d'académicien, vous savez, le célèbre librettiste Ludovic Halévy, c'est un essayiste qui s'appelle Daniel Halévy. Et il a un parcours un peu particulier, parce qu'il est passé de la gauche libérale, dreyfusarde, il s'intéressait beaucoup aux ouvriers et aux paysans avant la guerre,
à finalement la droite maurassienne, en soutenant la révolution nationale, qui était plus traditionnelle que nationale d'ailleurs, du maréchal Pétain. Et Halévy, il a une vision très pessimiste. Il voit dans la figure grecque de Thucydide le premier à avoir remarqué les événements et les bouleversements qui constituent l'aggravation du phénomène historique. Et il voit dans la Révolution française un fait nouveau sans précédent, bien sûr, mais qui va donner un sens politique à l'accélération en formant une vraie césure. En 1789, justement, quand l'Ancien Régime disparaît quasiment du jour au lendemain. Et Halévy dit que l'allure du temps a tout à fait changé à ce moment-là, parce que dans une simple vie d'homme, la sienne, il a pu vivre deux révolutions qui autrefois auraient peut-être mis 2000 ans entre elles. La première, c'est la révolution industrielle dont il a connu finalement peut-être la fin. Et quelques décennies plus tard, c'est la révolution politique, la révolution territoriale, la révolution française. Et Halévy résume son expérience en quelques mots. Je vous les cite. Né sous la terreur de Babeuf, je vois avant ma mort celle de l'international. Il parle évidemment avec son idéologie, mais il parle de la terreur de 1793 et de la Commune de Paris en 1871. Et il rappelle que la France a vécu de l'an 1000 à 1800 avec la même dynastie, la même culture, les mêmes outils et les mêmes armes. Alors que là, en 80 ans seulement, tout ça avait changé. Et l'histoire d'ailleurs venait de perdre sa relative stabilité, une stabilité presque religieuse. Et contrairement à Adams, Halévy ne croit pas en une montée en puissance continue de l'histoire. Il ne croit pas en une règle, en une loi de l'accélération, mais plutôt en une succession de phases de ralentissement et de redémarrage avec, à la fin du XVIIIe siècle, une embardée, une crise, une accélération qui a déstabilisé le monde entier pour le faire rentrer dans la modernité. Bien sûr, le monde avait déjà connu bien des accélérations techniques, notamment l'invention de la roue ou l'usage des chars dans l'Antiquité. Mais c'était des inventions qui étaient très étalées dans le temps, qui étaient trop même étalées dans le temps pour pouvoir être remarquées par les citoyens, par les individus. Et finalement, c'est bien plus tard, avec des inventions très spectaculaires comme la boussole qui va précipiter les événements, qui va permettre la découverte de l'Amérique, et derrière, on en parlera plus tard, mais toutes les théories politiques, tout l'accroissement de la valeur, et puis c'est aussi l'imprimerie qui va accélérer d'une manière totale la circulation des idées. Lui, Halévy, explique qu'on avait même connu des accélérations politiques qui avaient déjà remué l'histoire. On parle de la révolution des moines vers l'an 1000. Il y a la Renaissance aussi, qui en fait s'est constituée autour d'une centaine de personnes au départ. Ou la Réforme, celle de Luther. Mais la Révolution, elle apporte un changement capital. Parce qu'elle affaiblit l'Église catholique. Et elle rompt le lien qui l'unissait au peuple depuis des siècles et des siècles. Et qui crée justement cette stabilité. Et c'est ça, c'est cette sécularisation qui va ouvrir la boîte de Pandore de l'accélération, alors même qu'Halévy, avec Hegel d'ailleurs, admire la révolution de 89, celle où Hegel dit le monde a rencontré le divin. Mais il condamne la terreur de 93, celle qui a diffusé, selon Halévy, un nouveau fanatisme, avec justement cette accélération révolutionnaire qui va faire couler le sang. Ce qu'on avait déjà vu avant avec le massacre des Indiens d'Amérique par les conquérants européens, qui a été d'une violence extrême et d'une rapidité inédite. Et enfin, Halévy, il souligne le premier, avec beaucoup de pertinence, la perte de vision, et donc la perte de maîtrise qu'entraîne l'accélération. L'histoire, c'est devenu un processus qui s'emballe au fur et à mesure que tout allait trop vite pour permettre la planification du futur, mais une planification à partir d'une connaissance, celle du passé. L'univers et l'avenir, à son époque déjà, juste après-guerre, sont devenus impensables. La peur et l'espérance ont disparu. C'est ce fameux horizon d'attente, l'horizon indépassable, dira Marx. Et le XXe siècle, ça va être celui de la stupeur. Halévy écrit son essai juste après Hiroshima. Et il y écrit que les hommes du 19e suivaient l'événement finalement avec une attention assez naïve. En fait, ils se flattaient de le comprendre et même dans une certaine mesure de l'orienter. Alors que les hommes du XXe siècle ont complètement renoncé, ils se sont tapés de guerre, à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ils ont décidé de se laisser emporter par le flot des événements qui finalement les entraînent dans l'abîme à l'image d'un énorme torrent dont le débit s'accélère sans fin à l'approche d'une chute. C'est un peu l'histoire du voyage au bout de la nuit, c'est l'histoire de toute la littérature de Céline.
Et on voit que les hommes, Céline disait qu'ils sont trop lourds, mais c'est leur mémoire. Leur mémoire, elle déborde, elle ne peut plus retenir les faits. Donc elle abdique et leurs esprits, leurs âmes ne réagissent plus. C'est ce que dit Halévy et ce qu'écrit très bien Céline. Parce que toute l'histoire de l'irrésistible ascension d'Hitler, qui est très bien racontée d'ailleurs par Yann Kershaw dans Hubris et Némésis, si vous ne l'avez pas lu, foncez dessus, mais aussi dans un livre qu'il a écrit, Yann Kershaw, où il analyse les choix fatidiques de 1940 et 1941. Et on comprend que dans un moment d'accélération de l'histoire, les décideurs sont largués et ne prennent pas ou prennent les pires décisions.